Bonsoir à tous. Ça rappellera à certains quelques souvenirs pas si lointains de nous retrouver aussi ici pour parler de science au ministère de l'Environnement. C'est très symbolique parce que c'est vrai que la science, elle se fait mais sur de la recherche, c'est son travail, mais on avait lancé il y a quelques années des conférences scientifiques au ministère de l'Environnement parce que on estimait que dans l'ensemble des nouvelles qui sortent un petit peu sur ces questions environnementales, il y a beaucoup de choses qui sont à rediscuter. Et c'est très chouette qu'on puisse coopérer entre les différents ministères sur ces questions environnementales. Alors quand on décide, et je vais remercier Monsieur le ministre qui va arriver d'ici quelques minutes, de reprendre ces conférences d'Eurochlore, on s'était dit finalement de quoi on parle. Des grandes questions environnementales qui sont les nôtres aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on vit beaucoup de choses. On a vécu le passage de Nicolas Hulot dans ce ministère, qui est parti il y a pas encore un an, avec des discussions. On avait longtemps parlé de reprendre ces conférences, et puis finalement, ça n'a pas pu se faire pour différentes raisons. Et l'idée, c'est de vous inviter ici pour qu'on échange, pour qu'on partage deux types de choses. D'abord des connaissances, on vous les donne, mais surtout, je dirais que autant que cela, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est l'esprit critique. Nous vivons une époque qui est assez effrayante. Il y a des jeunes dans la salle ici. Nous, à cet âge-là, on n'avait pas ces problèmes-là. On est envahi de fake news inventées de façon par des gens qui ont intérêt à ce que ça ne fonctionne pas, aussi par bêtises humaines aussi. Vous avez vu ces malades de la rougeole récemment, par exemple. Ce qui fait que notre vraie mission, c'est de défaire. Et nous avons créé une revue qui s'appelle The Conversation, la conversation, qui est une revue de déconstruction des fake news. On est 3000 scientifiques en France à faire ça. C'est pas du tout... On reprend un sujet qui sort et puis on vous démontre pourquoi ce qu'on vous raconte est faux, inventé, bricolé, trahi. Et c'est pour ça que justement, surtout sur les questions environnementales, on a beaucoup de choses là-dessus à reprendre. Alors je vais vous présenter nos invités là. Vous avez vu je me suis fait un bien à faire la parité. 2 garçons, 2 filles, ça c'est très important. Donc Aurore qui est tout au bout là-bas, Aurore Asso. On s'est rencontrés à Toulouse il y a quelque temps, lors d'une conférence publique organisée par le journal Le Point. Et on faisait le point justement avec Le Point sur des questions et le thème c'était l'océan aussi. Et elle m'a totalement séduit par ce qu'elle est, par ce qu'elle fait. Donc c'est écrit là-haut. Et elle vous racontera un petit peu tout à l'heure ce qu'elle fait en apnée, l'apnée libre, où vous descendez dans l'eau de la façon la plus naturelle possible, très profond, sans rien, comme un poisson. Le problème, c'est que l'humain n'est pas un poisson, il n'a pas de branchies, il a des poumons, donc à un moment, il faut qu'il revienne à la surface. Donc je voulais absolument l'avoir comme témoin avec nous là ce soir. Frédéric, c'est une vieille amie aussi, dans le sens noble et admiratif du terme. On s'est connus en Bretagne, parce qu'elle a commencé sa carrière là-bas. Elle a passé une grande partie de sa vie dans le Pacifique. Elle vous en parlera un petit peu tout à l'heure. Elle est anthropologue. Elle se préoccupe des relations entre l'humain et l'océan, ces relations qui paraissent naturelles. Je vous l'avais raconté déjà ici, quand un bébé humain naît, il a 140 millimoles de sodium dans son sang. Je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle. 105 millimoles de chlorure. Qu'est-ce que fait du chlorure de sodium, qui est la molécule numéro 1 de l'océan, dans un corps humain, dans un bébé qui naît? L'humain vous raconte l'histoire de l'apparition de la vie dans l'océan et de l'appartenance de l'humain surtout à la grande communauté du vivant. 11 millimoles de potassium dans tout l'océan mondial. 11 millimoles. Chez un humain, 3-4. Quelques millimoles de plus, c'est le coma profond. C'est cette relation unique de l'humain à l'océan depuis les origines de la vie. Et elle va sortir de ces systèmes-là. Moi, je suis un physiologiste, c'est mon métier, en vous racontant un petit peu comment elle a vécu ces relations, en particulier dans le Pacifique. Eric, c'est un vieux compère. On s'est beaucoup croisés. En fait, on a fait connaissance il y a quelques années, nous, lors d'une conférence aussi. C'était à l'AgroParisTech, où les gens voulaient inviter, quand on parle d'océan, c'est assez logique, un physicien, un biologiste. On est très complémentaires, on s'aime beaucoup aussi. Et puis, on est intervenu dans beaucoup d'opportunités, dans différentes situations à l'UNESCO, dans des conférences diverses et variées en France et à l'étranger. Eric va vous raconter un petit peu ce soir, justement, la base essentielle du départ. Moi, je suis un physiologiste, donc ce qui m'intéresse, c'est comment le vivant s'adapter aux lois de la physique et de la chimie. Ça, c'est important. Le vivant n'est pas apparu comme ça, il est apparu sur de la physique antérieure et sur un monde minéral antérieur. Je vous parlais de potassium tout à l'heure ou de sodium, c'est des éléments qui sont minéraux.
que le vivant a incorporé pour pouvoir exister, se développer et se reproduire. Donc tout à l'heure, il nous fera un petit bilan justement sur les connaissances actuelles sur cet océan. Et je vais vous dire en fait que à la COP, si je suis venu dans ce ministère, vous savez que j'y ai passé 2 ans, je suis venu pour une raison bien simple, avec trois leitmotifs. Un, faire parler d'océan. 20 conférences climat sans parler d'océan. C'est effroyable. L'océan est le régulateur numéro 1 du climat. Maintenant, c'est parti. Donc, on va reprendre avec monsieur le ministre. Et cet océan, il est aussi vivant. C'est ce que je vous raconterai tout à l'heure. Bonsoir. Merci beaucoup. Donc, je fais juste une présentation que simplement, je racontais pourquoi on s'était réunis ce soir, qui était là ce soir, de la physique de l'océan. Moi, je vous parlais de vivant. Et je vous disais que ce vivant a dû s'adapter à ces conditions océaniques. Deuxième raison de faire la COP 21, c'était le vivant, la biodiversité. L'a montré comme étant le meilleur révélateur du changement climatique. Franchement, entre nous, qu'est-ce qu'on en a à faire du climat qui change sur la Terre s'il n'y a pas de vie sur la Terre, hein? Et dans la vie, les humains, avec leurs activités économiques. Et puis, il y avait un troisième rôle que je vous avais raconté à l'époque, c'est le rôle des femmes. Et donc, ces 3 raisons qui étaient l'océan, le vivant et les femmes. Et vous relisez le discours qui a été fait lors de la COP 21 sur les femmes le 2 décembre 2015. Il est partout sur Internet en français et en anglais. Voilà, donc, vous connaissez nos invités. Je vais laisser maintenant la parole à monsieur le ministre. Et après, Eric vous fera une introduction sur la physique. Moi, je vous parlerai de biologie. Et puis, Frédéric vous parlera d'anthropologie. Merci beaucoup. Désolé pour ce petit retard. Juste un mot d'abord pour remercier Gilles Boeuf d'avoir accepté à ma demande d'animer ce cycle de conférences, puisque c'est une première, mais elle sera suivie d'autres conférences auxquelles vous serez évidemment invités si vous le souhaitez. Je ne sais pas si on vous a... D'ailleurs, on a, je pense, enregistré vos coordonnées pour vous prévenir des prochaines conférences. On essaiera d'en faire à peu près une par mois. Je le remercie donc d'avoir accepté cela compte tenu de sa grande compétence scientifique. Je remercie aussi bien sûr les 3 participants, les 3 invités qui vont ensuite s'exprimer sur ce sujet des océans. Donc juste un mot. Les océans, pour nous, c'est, je dirais pour nous, au ministère de la Transition écologique et solidaire, sans doute pour vous dans la salle, le ministère de la Transition écologique et solidaire est aussi le ministère de la mer. Donc pour nous, c'est une évidence que les océans sont un des enjeux écologiques majeurs de notre époque. Pas simplement, souvent on dit pour l'avenir, pour les générations futures, mais pour aujourd'hui, et évidemment tout autant pour demain. Nous pensons que c'est évidemment un sujet à multiples facettes. Il n'y a pas que les aspects écologiques, il y a les aspects économiques, les aspects sociaux. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se jouent autour des océans, évidemment, notamment sur les littoraux. La France est un des pays au monde les plus concernés. On dit souvent deuxième domaine maritime du monde, mais au-delà de ça, rien que pour les Françaises et les Français, qu'on soit en métropole ou outre-mer, la mer est très présente. Nous avons beaucoup de nos concitoyens qui vivent au bord de la mer, qui vivent sur le littoral. Il y a d'ailleurs, on le sait, une attractivité très forte. Ce n'est pas un élu de Loire-Atlantique qui vous dira le contraire. Il y a une attractivité très forte du littoral. Et évidemment, c'est un lieu où se jouent beaucoup de choses. Donc pour nous, c'est extrêmement important. Je n'en dirai pas plus, d'abord parce que les conférenciers en diront beaucoup plus et de façon beaucoup plus approfondie que je pourrais le faire. Et puis parce que je ne veux pas être plus long, parce que pour moi, au-delà de mon ministère, c'est aussi une passion, la mer. Et donc je pourrais en parler longtemps. Sur le fait d'avoir des conférences, j'ai souhaité relancer en quelque sorte, parce que Gilles Boeuf avait déjà, avec une de mes prédécesseurs aussi, conduit ce type de démarche, pouvoir partager la connaissance scientifique. Moi, je suis attaché à ce qu'on ait une approche aussi rationnelle, raisonnable aussi, rationnelle que possible de l'écologie. Je suis engagé pour l'écologie depuis très longtemps. Je ne suis pas moi-même scientifique. Je ne suis pas écologue, d'ailleurs. Avant de parler d'écologiste, on parlait d'écologue. Et avant d'être un mouvement associatif, puis politique, c'était un mouvement scientifique, une discipline scientifique. Mais je crois important, c'est évidemment un enjeu politique majeur, mais qu'on ne perde pas de vue, en quelque sorte, comme on parle des océans, de la mer, l'ancrage scientifique de l'écologie.
Moi, j'y suis très attaché. Je pense que dans le monde dans lequel nous vivons, dans le monde d'hypercommunication, une forme de dictature de l'immédiateté qui sévit dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc., où la moindre, en 140 ou 280 signes, on est censé avoir élaboré un raisonnement et pouvoir lancer une information, eh bien, très souvent, on décolle complètement de la réalité scientifique. Parfois de la réalité tout court d'ailleurs, mais je crois que c'est extrêmement important. Enfin, moi, je tiens à cela. Évidemment, la salle ne peut pas contenir plus de personnes. Et d'ailleurs, si on voit que c'est un succès plus important, peut-être qu'on ira se délocaliser dans des salles en dehors du ministère qui sont plus importantes. Parce que moi, je crois que chaque fois qu'on a l'occasion de faire partager la connaissance scientifique sur différents sujets, mieux ce sera. Et je pense que ça nous permettra de prendre des décisions politiques qui seront plus adaptées aux réalités. Par rapport aux objectifs politiques, ce n'est pas les scientifiques qui fixent les objectifs politiques, mais je crois que les politiques ont besoin des scientifiques pour prendre les bonnes décisions, et donc c'est l'objet aussi de ces conférences. Donc bonne conférence à toutes et à tous sur les océans, et j'espère vous retrouver lors de prochaines initiatives, peut-être sur un thème que vous connaîtrez moins, mais justement c'est l'intérêt de partager sur l'ensemble des thèmes qui ont un lien avec les politiques de ce ministère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, parce que c'est grâce à vous si on a pu effectivement se réunir ce soir, et votre équipe aussi, qui a travaillé d'arrache-pied sur ces questions. Il fallait qu'on relance une dynamique. Et tout à l'heure, c'est vrai, on pourrait se délocaliser, mais pour moi, c'est très symbolique quand on parle de sciences au ministère de l'Environnement. Je vous assure. Alors, je l'ai vécu, parce que moi, j'ai quand même dû dépendre du ministère de la Recherche pendant très longtemps, et je me disais, on pourrait faire mieux en matière de recherche, justement coordonnée sur ces questions d'environnement. Pendant longtemps, ça a été un peu le parent pauvre. J'appartenais aux sciences de la vie. Puis après, j'ai dirigé un gros laboratoire d'océanographie. Donc là, à les sciences de l'univers, on était intéressé à cet océan. Pour ça, moi, je suis très content et très fier que ça se passe ici. Bon, effectivement, on verra. Mais on aura toujours ici notre amour attaché à cet endroit. Je vous remercie beaucoup. Puis on aura un petit clin d'œil ce soir pour quelqu'un qui nous a quittés il y a quelques jours et qu'on aimait beaucoup, qui est venu ici, qui s'appelait Michel Serres, et qui était quelqu'un d'extraordinaire. J'admirais beaucoup parce que c'est très rare. Il était à la fois scientifique et philosophe. On n'en a pas beaucoup. Il en reste quelques-uns, mais pas beaucoup. Puis il avait des discussions avec nous passionnés, on échangeait de façon ultra simple, avec un vocabulaire accessible à tous. Et franchement, on va peut-être lui dédier un petit peu notre petite soirée là, de reprise ici ce soir. Donc, on va démarrer par mon ami physicien, parce que c'est d'abord la physique. Quand la vie apparaît dans l'océan, il y a un peu moins de 4 milliards d'années, la vie se construit sur du minéral antérieur. La vie, elle n'est pas apparue comme ça. Elle s'est construite sur quelque chose. Donc on va voir le milieu physique. Après, moi, je vous exposerai un petit peu les questions aujourd'hui de la relation biologique de l'océan à l'humanité. Puis après, on passera à Frédéric. Et puis, notre ami Aurore nous apportera un témoignage personnel très poignant. Merci. À toi, Eric. Merci beaucoup, Gilles. Merci, Monsieur le Ministre, de cette invitation. C'est un plaisir d'être ici. Bonjour à tous et à toutes. À toutes et à tous, d'ailleurs. Donc, j'ai le plaisir d'être là ce soir. Je voulais commencer par cette photo qui est connue de tout le monde, qui est en fait la photo que les astronautes d'Apollo 8 ont pris en 1968 dans leur premier voyage qui sortait de l'attraction terrestre en allant vers la Lune. Et qui a soulevé une émotion extraordinaire sur toute la planète, puisque c'était la première fois qu'on voyait la planète en entier. Et en fait, on s'est rendu compte, peut-être, je ne sais pas si c'est à ce moment, qu'en fait, on n'aurait pas dû appeler notre planète la Terre, mais la mer, puisqu'elle est recouverte de 70% d'eau de mer. Alors, les années 70, c'est aussi, les années 60-70, c'est aussi le moment où l'océanographie devient une science à part entière, qui va comprendre comment fonctionne cet océan, et en particulier son rôle dans le climat. Et en fait, donc, mes illustres prédécesseurs ont montré que notre planète, qui nous semble immense, est en fait assez fragile, assez vulnérable. Et en particulier, le rôle de l'océan dans ce système, c'est d'abord la mémoire du climat, à l'échelle des centaines, de milliers d'années. C'est aussi un gardien des équilibres et un acteur de ces variations lentes. Alors ça, je vais vous l'illustrer dans le reste de ma présentation. Mais depuis 150 ans, l'homme exerce une pression inégalée
dans l'histoire de la Terre sur l'océan, à travers des pollutions, à travers une surexploitation et bien sûr aussi à travers le réchauffement du climat. Et on verra quel rôle l'homme joue dans tout ceci. Et bien sûr, ça a des impacts sur la biodiversité, hein, Gilles nous en parlera, sur le rôle climatique des océans aussi, hein, ça marche dans les deux sens, et bien sûr aussi sur tous les services que nous rend aussi la culture, l'océan, comme le rappelait Gilles, à la base de notre vie. Donc comment tout ça finit par avoir un impact. Donc vraiment pour dire que l'océan et le climat, c'est des destins liés et une véritable urgence partagée à bien s'en occuper. Alors pourquoi est-ce qu'on oublie l'océan? Alors beaucoup moins maintenant, mais pourquoi pendant 20 COP on l'a oublié? En fait, et là je vais sur les territoires de ma voisine, c'est qu'on a depuis toujours une relation ambivalente avec l'océan. Il est effrayant, il est immense, il a des abysses très sombres, même si certaines personnes peuvent descendre un peu plus profond que d'autres. Mais c'est une véritable relation ambivalente. En même temps, 40% de la population vit à moins de 100 km du bord de la mer. Et l'essentiel des grandes villes sont au bord de la mer. Donc on a vraiment cette relation ambivalente. Alors, nous chercheurs, on a vaincu ces peurs d'aller sur l'océan, on a vaincu les profondeurs pour comprendre comment marchait cet extraordinaire océan. Et le premier rôle, c'est vraiment le gardien des équilibres climatiques. Pourquoi? Pour une raison assez simple, c'est que l'excès de chaleur qui arrive dans les tropiques, du fait d'un ensoleillement supérieur dans les tropiques, est transporté vers les plus hautes latitudes par les courants océaniques. Donc vous voyez ici des simulations numériques réalisées dans nos laboratoires. Maintenant on arrive à un degré de réalisme qui est phénoménal. On voit le Gulf Stream ici, avec donc à droite la température et à gauche les courants. Donc l'océan transporte cet excès de chaleur vers le nord, fonctionnant comme un véritable thermostat à l'échelle planétaire, de pouvoir équilibrer les températures avec l'atmosphère. L'atmosphère joue ce rôle, prend le relais vers les plus hautes latitudes. Donc l'océan, en fait, a ce rôle d'inertie thermique extraordinaire, puisque les 2 premiers mètres, vous savez peut-être que les 2 premiers mètres de l'océan contiennent autant d'énergie que les 70 km de la colonne atmosphérique au-dessus. Et quand on sait que l'océan fait en moyenne 3800 mètres de profondeur, vous voyez que voilà, toute l'inertie, elle est dans l'océan. Donc ce rôle de thermostat fondamental. Ensuite, l'océan, c'est un acteur des variations lentes du climat. Exemple, le phénomène El Niño, qui a lieu dans le Pacifique tropical. Et tous les 3 à 7 ans, les échanges entre l'atmosphère et l'océan se dérèglent, se modifient et entraînent un réchauffement des eaux de surface dans l'est et le centre du Pacifique, que vous voyez là, de plusieurs degrés, qui va durer quelques mois jusqu'à 1 an, avec des conséquences extrêmement importantes, non seulement sur les pays limitrophes, par exemple, si les eaux chaudes se déplacent vers l'est, il va plus pleuvoir en Équateur et au Pérou. La pêche au Chili va s'arrêter puisqu'il n'y aura plus les nutriments qui vont venir nourrir les poissons. Par contre, dans l'ouest du Pacifique ou même jusqu'en Afrique, des sécheresses avec des urgences alimentaires très sérieuses. Alors aujourd'hui, nous comprenons de mieux en mieux ce phénomène qui implique donc l'océan et l'atmosphère. On peut le prévoir jusqu'à 9 mois. Et dans mon laboratoire à Jussieu, on travaille beaucoup à comprendre les mécanismes, essayer d'étendre cette durée de prévision, mieux prévoir les événements et donc pouvoir prévenir les populations qui sont impactées. Alors, ces variations lentes du climat, on les retrouve aussi dans la température globale de la Terre. Ici, vous avez cette courbe que beaucoup d'entre vous ont vue, qui est la température moyenne de la Terre depuis le moment où on a suffisamment de thermomètres pour la mesurer au niveau global, qui est la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, on voit qu'on est arrivé à 1 degré de réchauffement à peu près en 150 ans. Mais ce n'est pas un chemin tout droit, il y a des bosses et des creux. Et ces bosses et ces creux viennent principalement de l'océan. Alors les petites bosses et les petits creux, qui sont les points noirs, c'est El Niño essentiellement, puisque je vous rappelle que le Pacifique, c'est la moitié de la surface de la planète. Donc les tropiques, c'est la moitié de la moitié. Donc ça fait 1/4 de la surface de la planète qui est affectée par El Niño. Donc ça se voit sur la température globale. Mais on voit aussi des variations à l'échelle décennale qui, elles, vont venir aussi de ces respirations, de ces courants très lents de l'océan profond. Et en fait, on a eu besoin de comprendre ces variations internes pour pouvoir dire un jour, là, regardez, depuis les années 1960-70, on a une augmentation qui ne s'arrête pas de température. Et pour pouvoir les attribuer au réchauffement du climat d'origine anthropique. Alors,
Certains d'entre vous, je le vois et je le sais, je l'entends, vont me dire 1 degré. Franchement, quand on voit dans une journée des variations de 15 degrés, dimanche dernier il faisait 30, là on a perdu 15 degrés, mais qu'est-ce que c'est qu'1 degré? Mais prenez votre corps à vous. Quand vous avez plus 1 degré, vous avez 38 de fièvre. Bon, c'est pas non plus très grave, mais c'est quand même 38. Vous allez réfléchir si vous prenez le risque de sortir ou pas. Donc de prendre, là, si on va venir à quelle décision on prend face à quel risque. Et on va y revenir. Donc, ce réchauffement qui est lié à nos émissions de gaz à effet de serre, alors qu'est-ce que c'est que ces gaz à effet de serre? Bon, le dioxyde de carbone, le CO2, mais comment ça marche? Alors, le rayonnement solaire qui nous arrive traverse essentiellement l'atmosphère, puisqu'elle est à peu près transparente au rayonnement solaire, chauffe la surface des océans, des continents, et en retour, il y a la chaleur qui repart vers l'atmosphère. Mais cette fois-ci, la longueur d'onde fait que l'atmosphère n'est plus transparente. Elle va absorber cette chaleur, la renvoyer vers le sol. Donc en fait, un effet de serre, c'est un impact de réchauffement près de la surface. Prenez par exemple, imaginez que vous êtes dans une pièce froide et que vous mettez une couverture sur vous. La chaleur que votre corps émet, la couverture va l'attraper, va vous la renvoyer. D'accord ? Donc les gaz à effet de serre, c'est une espèce de couverture. Et d'ailleurs, sans cette couverture, il n'y aura pas de vie sur la Terre. On sera à moins 18 degrés en moyenne plutôt qu'à plus 15. Donc, elle est essentielle. Et donc, on va très rapidement comprendre pourquoi, si on augmente la quantité de gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'on fait? On augmente l'épaisseur de la couverture. Donc, en dessous, il va faire plus chaud. C'est très simplement expliqué avec ces quelques mots. Alors, ce gaz à effet de serre, on peut le mesurer dans le passé. Et donc ça, c'est mes collègues Jean Jouzel et Valérie Masson-Delmotte qui ont été pionniers dans ce domaine-là, qui ont été en Antarctique et qui ont pu mesurer les gaz à effet de serre dans les bulles d'air emprisonnées dans la glace. On peut repartir jusqu'à 1 million d'années en arrière. Donc cette variation de CO2, qui est la courbe du haut, varie entre 180 et 280. Alors nous, scientifiques, on utilise une unité un peu barbare qui s'appelle des ppmv, des particules par million en volume. C'est l'unité du CO2. Donc il y a aussi, entre une période glaciaire où on va être à 180, moins d'activité vivante, donc un peu moins de CO2, des périodes interglaciaires dans lesquelles nous sommes depuis à peu près 10 000 ans, où on est à 280. En l'espace de 150 ans, on est passé à plus de 400. Donc du jamais vu à l'échelle du dernier million d'années, sans doute même avant. Et ça, vous en connaissez tous la cause, c'est l'extraction puis la combustion de charbon, de pétrole et de gaz. Vous prenez du carbone, de l'oxygène, ça fait du dioxyde de carbone. Et donc, ça part dans l'atmosphère, ça augmente les gaz à effet de serre et ça réchauffe. Alors, si ce gaz à effet de serre qu'on émet, il était marron, il sentait mauvais, on aurait résolu le problème depuis longtemps. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Donc, le seul moyen, c'est des moyens d'observation qu'on va voir. Là, vous avez une animation vue par satellite du dioxyde de carbone pendant 1 an, sur la planète. Et donc on voit les 3 zones où il y a beaucoup d'émissions, qui sont donc l'Amérique du Nord à gauche, au centre l'Europe et à droite l'Asie du Sud-Est. On voit très rapidement ici qu'on est tous dans le même bateau, comme disait justement Michel Serres. Et c'est pas parce qu'une région va arrêter d'émettre que le problème est résolu. La circulation atmosphérique mélange tout ça très rapidement. En quelques mois, quelques années, tout est mélangé à l'échelle de la planète. Donc c'est vraiment, on est tous dans ce même bateau. Aujourd'hui, l'activité humaine émet à peu près 40 milliards de tonnes de CO2 par an. C'est à peu près Sur ces 40 milliards, il y en a j'allais dire, 45% qui restent dans l'atmosphère et qui sont responsables donc de ce degré de réchauffement. Mais où part donc le reste de ce CO2 ? Bien en fait, à part à peu près égale, il part dans les surfaces continentales. Et regardez, là, on arrive au printemps, donc printemps de l'hémisphère nord, brusque diminution du CO2 dans l'atmosphère. Alors, je sais que certains d'entre vous vont me dire « Ah, mais on arrête le chauffage » ou je vous répondrai « Mais non, mais la clim ». En fait, ça, c'est quoi ? C'est la biosphère terrestre, donc la photosynthèse qui va absorber du CO2 et relâcher de l'oxygène. D'accord ? Donc, sur ces 40 milliards de tonnes qu'on émet, 25% sont absorbés par les plantes qui poussent plus. Et 30% sont absorbés par l'océan, par des échanges à la fois gazeux, mais aussi de la photosynthèse au sein de l'océan. Donc l'océan nous protège du réchauffement climatique. Il va à la fois absorber, puisqu'il a une telle inertie thermique, 90% de la chaleur additionnelle liée au réchauffement du climat, l'activité humaine, mais aussi 30% du CO2. Donc nous, on a besoin de savoir si ces puits extraordinaires vont continuer à fonctionner de la même façon.
Parce que sans l'océan et sans les surfaces continentales, on ne serait pas à 1 degré de réchauffement, mais bien plus. Alors, ça se fait, ce rôle de l'océan se fait à un coût. D'abord, de l'eau qui se réchauffe se dilate. Elle prend plus de place, donc le niveau de la mer, il monte. Ensuite, vous le savez, les glaciers continentaux, mais aussi les calottes polaires, donc le Groenland et l'Antarctique, fondent et contribuent à part égale avec la dilatation à la montée du niveau de la mer. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 3-4 mm par an. 20 cm depuis un siècle, là, on peut voir ça à partir de marégraphes. Maintenant, on observe le niveau de la mer par satellite. Donc ça a été une grande réussite française, d'ailleurs, technologique. Et donc, cette montée des eaux affecte et menace le milliard de personnes qui vivent pas trop loin du niveau de la mer. Donc là, il y a un véritable enjeu. Deuxième coût, cette absorption gazeuse du CO2 dans l'océan le rend plus acide. Et un impact de cette acidification, eh bien, c'est que les squelettes de beaucoup d'organismes marins, Gilles nous en reparlera tout à l'heure, ont plus de mal à se constituer. Les carbonates de calcium qui forment leur squelette, les conditions chimiques ne sont pas idéales, et donc soit elles migrent, soit elles sont remplacées par d'autres espèces qui vont être plus résistantes. Autre impact lié à la température sur les coraux. Les coraux sont essentiels pour 500 millions de personnes sur la Terre. Ils forment des barrières naturelles aux événements extrêmes, en amortissant l'impact des cyclones, par exemple. C'est aussi des lieux de pêche extrêmement importants, à la base de la chaîne alimentaire. Et là, dans la photo en haut à droite, vous avez ma collègue Kim Cobb, qui est une océanographe qui travaille sur El Niño et qui mesure El Niño à partir des coraux, qui était il y a 3 ans dans le Pacifique, après l'événement El Niño majeur qu'on a eu. Et elle plonge dans cet endroit au milieu du Pacifique depuis une quinzaine d'années, et elle est revenue totalement effarée de voir le corail qui avait blanchi à tel point. C'est-à-dire que le phénomène El Niño qui fait blanchir régulièrement se superposait à l'effet du réchauffement climatique et ne laisse plus le temps au corail de récupérer. Aujourd'hui, 50% de la grande barrière de corail a disparu ou est en état de mort, comme on voit sur ces photos. Donc, l'avenir est entre nos mains, et ça, c'est là où on en est aujourd'hui. Le futur dépend de scénarios. Aujourd'hui, on sait qu'on a 1 degré de réchauffement. On est face à 2 scénarios, en gros. Celui où on ne fait rien, ou rien de significatif, le scénario du laisser-faire, où on part à l'échelle de la fin du siècle un réchauffement de 3 à 5 degrés, donc 4 degrés en moyenne. Ou alors le scénario, celui qu'on a appelé de la COP21, de l'accord de Paris, où on reste dépasse pas 2 degrés, voire 1,5 degré, comme le rapport qui est sorti à l'automne dernier du GIEC. Alors, là encore, vous allez me dire 1 degré, 2 degrés, 4 degrés, mais je vais reprendre mon analogie de tout à l'heure. Aujourd'hui, on a 38 de fièvre. Le climat, 38 de fièvre. 2 degrés, 39. 39, là, on va peut-être plus prendre le risque de sortir de chez soi, on va rester au lit et on va se soigner quand même. C'est plus la même chose. Et plus 4 degrés, là, si vous êtes encore en vie, vous êtes en réanimation de l'hôpital. Donc le climat, c'est pareil. C'est un réglage fin. Et chaque degré, chaque demi-degré, chaque action compte. C'est extrêmement important de prendre ça en compte. Alors, l'océan est face à de multiples pressions. On l'a vu, la surexploitation. L'appétit pour les ressources marines de l'humanité a été multiplié par 3 depuis les années 70. C'est une pression énorme sur les océans. La pollution, bien sûr, on en parlait, sous toutes ses formes, que ce soit le plastique, on entend beaucoup parler, mais aussi les produits chimiques, les nitrates, un nombre de composés que l'océan n'a pas l'habitude d'ingérer dans son cycle, et puis bien sûr le réchauffement climatique. Donc, aujourd'hui, il est dur de faire la part des choses sur quel est, par exemple, le fait qu'on ne pêche plus un certain poisson. À quelle de ces 3 causes c'est dû ? À laquelle de ces 3 causes c'est dû ? Donc on a vraiment besoin de croiser les expertises, de travailler ensemble pour faire la part des choses. Et ça, on en parlait à l'instant, nous on s'en rend compte en tant que climatologue, il faut de plus en plus que l'expertise devienne multidisciplinaire, qu'on sorte de nos laboratoires pour aller discuter avec des anthropologues, avec des gens qui connaissent les sociétés locales, avec des industriels qui sauront trouver des solutions tous ensemble pour voir comment on peut faire face à ces défis. Et pour finir, je voudrais terminer sur une œuvre. Donc je me souviens, j'ai eu la chance moi aussi de côtoyer Michel Serres. Il y a des années, j'avais suivi ses cours aux États-Unis, qui était un émerveillement total. Et je
Je voudrais ici, il aimait beaucoup effectivement, sans doute son passé de marin. Il aimait beaucoup prendre des images marines. Et donc je veux dire qu'il y a un avis de tempête sur l'océan et le climat. Et nous, humains, on est face à de dangers assez graves et importants, comme les passagers de cette embarcation pris dans une tempête. Donc, les choix qu'on va faire vont être assez fondamentaux à ce niveau-là. Et je voulais vraiment revenir sur cette idée que Michel Serres a eue. Je crois qu'il y a ça 30 ans maintenant, il a écrit ce livre qui s'appelle Le contrat naturel, en disant, les gens l'avaient pris un peu pour un Uberlu à l'époque, hein, et on est en train de voir les premières étapes, et c'est assez enthousiasmant de voir que depuis l'accord de Paris, de voir l'actualité en permanence, qu'on est rentré dans un échange entre nous, humains, et la nature. Et ben, va falloir qu'on arrive à gérer ça, à gérer le risque. Ce qu'on sont en train de faire un peu ces gens sur cette embarcation, en abaissant un peu de toile, en limitant les risques, pour ne pas faire encourir des risques encore plus importants. Voilà, donc je trouve ça extrêmement enthousiasmant, et nous sommes en train sans doute d'écrire les premières strophes, on va dire peut-être, de ce contrat naturel. Merci de votre attention.